Bonjour, Général Michel Yakovlev. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. On va, avec vous, commenter cette actualité sur le terrain en Ukraine avec ces multiples déclarations, ces démentis concernant la prise de la ville de Bakhmout. Le président ukrainien a démenti hier la capture de la ville, revendiquée samedi par la milice Wagner. Pour quelles raisons assiste-t-on à cette bataille de communication avant que je vous demande si oui ou non la ville est bien tombée aux mains de Wagner? Je suppose que dans la mesure où la prise de Bakhmout sera une victoire pour les Russes, plus on retarde l'échéance du point de vue de Zelensky, et mieux on se porte, si j'ose dire. Mais je suppose que la question est réglée. Simplement, c'est une conquête vide de sens. C'est une conquête vide de sens parce que cette ville n'a aucun intérêt stratégique, c'est ce que vous nous dites. Alors, elle a pris un intérêt stratégique dans la mesure où elle avait un intérêt symbolique. Au bout de 245 jours de bataille, la ville est devenue un objectif en soi, et en devenir le maître est manifestement pour le Kremlin un objectif en soi. Zelensky, il a ses raisons de dire, au fond, c'est une bataille pour rien. Vous vous êtes échiné à conquérir. En réalité, ils n'ont pas conquis, ils ont transformé en paysage lunaire, ils ont détruit une ville, voilà. La défense de la ville a permis de fixer l'ennemi tout en entamant sérieusement ses effectifs, dit-on du côté ukrainien. Est-ce que c'est peut-être un choix tactique de laisser l'ennemi conquérir une zone, un territoire, une ville en l'occurrence? Alors, je pense que c'est ce qu'ont fait les Ukrainiens, au sens quand ils ont vu que les Russes focalisaient sur Bakhmout à ce point-là, ça devenait un test de virilité, si j'ose dire. Bon, ils ont dit, à la limite, s'ils veulent s'amuser à Bakhmout, ils en ont fait un hachoir à viande et ils ont haché beaucoup de Russes. Voilà. Alors, surtout en focalisant l'attention des Russes, l'état-major, mais aussi Wagner et Poutine, etc. là-dessus, les Russes ont oublié de penser au reste de la guerre. Donc les Russes, ils ont, semble-t-il, fait une ligne défensive tout le long de leur possession actuelle du Donbass, mais apparemment, ils ont brûlé leur capacité offensive dans Bakhmout. Ils ont consommé des quantités démentes de munitions, et continuent à le faire d'ailleurs. Donc, ils ne se sont pas refait une réserve offensive. Le général Alexander Syrsky, commandant des forces terrestres ukrainiennes, estime, pour sa part, lui, que les hommes de Wagner sont entrés dans Bakhmout comme des rats dans un piège à souris. Il y a cette idée d'un encerclement, peut-être par le sud, par les forces ukrainiennes. C'est crédible? C'est crédible. Il faudra voir si ça se développe. Alors, c'est quand même face à une ligne défensive, des mines, etc., qui retardent. Mais si jamais les Ukrainiens réussissent à percer au nord et ou au sud de Bakhmout et à encercler la ville, vous imaginez la catastrophe que ça serait pour les Russes. Et symbolique, là, du coup, c'est comme Stalingrad, si vous voulez. Les Allemands ont failli s'emparer de Stalingrad, ils n'ont pas pu s'emparer il restait 3 petits bouts de tête de pont, quand la contre-offensive russe les a bouclés par l'arrière. Donc, dans une plus petite mesure, ça pourrait être le Stalingrad. En tout cas, c'est ce qu'agite symboliquement le général Syrsky. Je ne suis pas sûr que ce soit la réalité des choses, mais au moins, en agiter le spectre suffit à faire quelques cauchemars aux Russes. À vous entendre ce matin, général Yakovlev, on n'a pas l'impression d'une capacité de rebond, d'un second souffle de l'armée russe, de Wagner, peut-être vers d'autres localités, d'autres villes du Donbass, après s'être emparé de Bakhmout. C'est clairement pas l'impression qu'ils donnent. Ils n'ont pas fait la formation, ils n'ont pas fait la reconstitution de force. Ils ne semblent pas avoir créé une réserve blindée, en particulier en arrière du front, nécessaire à une défense dans la profondeur. Tout ça parce qu'ils ont consommé ces moyens incrémentalement chaque jour dans Bakhmout, semble-t-il.
semble-t-il. Alors, on va parler des moyens dans un instant, de l'aide que eh bien, les pays occidentaux, les États-Unis apportent à l'Ukraine. Un mot d'abord sur une image que l'on a beaucoup vue, notamment sur LCI au cours de ce week-end. Volodymyr Zelensky, qui est reparti hier soir de l'aéroport de Mihara, juste à côté d'Hiroshima. Il était venu pour ce sommet du G7 dans un A330 aux couleurs de la République française. C'est là aussi du symbole uniquement. C'est du symbole, et en même temps, alors ça me permet de dire à nos amis de l'armée de l'air et de l'espace, et pour toute la France, il n'y a pas que le Rafale. La puissance aérienne, c'est aussi ça. Et Cette capacité à projeter un appareil, voilà, à mettre à disposition un appareil. Voilà, ce que nos amis aviateurs appellent les avions blancs, c'est-à-dire les avions gamme civile, si vous voulez, qui servent en temps normal aux relèves de personnel en Afrique. Moi, j'en ai pris pour aller en Guyane, j'en ai pris pour aller dans le Golfe ou à Djibouti, vous voyez. Ces avions blancs qui sont des avions de service, ils rendent service, bah là, ils ont réussi un beau coup politique, vous voyez. Et rendre service à Zelensky, en toute hypothèse, c'est sympa. Lui permettre d'arriver en majesté, c'est sympa aussi. Donc, entre guillemets, c'est un beau geste qui reste budgétairement dans des normes tout à fait raisonnables en plus. Vous voyez, c'est un bon rapport coût-efficacité. Qui a peut-être été organisé, mis au point, parce que c'était dans le plus grand secret lors de la venue de Zelensky à Paris. Il a rencontré Emmanuel Macron. Ce qu'on pourra proposer, c'est au président Poutine de monter dans cet avion pour l'amener au tribunal de La Haye, vous voyez, comme ça, pour qu'il arrive confortablement. Ouais, il n'en est pas encore là, non. On va continuer de parler d'avions. Joe Biden, le président américain, a finalement levé son veto sur la fourniture par les alliés de Kiev d'avions américains, les fameux F-16. Une décision historique pour Volodymyr Zelensky, ce sont ses mots. C'est vrai que la flotte d'avions de l'armée ukrainienne était datée, peu sophistiquée et pas en capacité de l'emporter face aux Russes. Oui, les avions ukrainiens c'était les mêmes que les Russes, mais ils étaient en retard d'une génération au point de vue modernisation, etc. Donc ça leur a coûté pas mal de pilotes, d'ailleurs. Ceci dit, l'arrivée des F-16, c'est pas pour tout de suite. Ça va pas être si simple que ça, etc. Tout le monde le dit et l'explique. Ça contribuera au combat dans au mieux quelques mois. Et dans quelle mesure ça changera beaucoup la donne, je ne sais pas, parce qu'à l'heure actuelle, grâce à la défense solaire fournie maintenant par l'Occident, en gros, plus personne ne vole au-dessus de l'Ukraine si les Ukrainiens ne sont pas d'accord. Donc ce n'est pas le fait d'avoir des F-16 qui changera grand-chose de ce point de vue-là. Aujourd'hui, on est dans une stratégie de déni d'accès à l'espace aérien ukrainien. C'est ça, expliquez-nous. Ça veut dire que le territoire, l'espace aérien... L'espace aérien au-dessus de l'Ukraine est interdit. Alors, les avions ukrainiens volent peu, il n'y en a pas beaucoup et ils volent peu. Les avions russes n'y volent pas, en gros, ou ils tirent à distance. Alors, les F-16 pourraient, par exemple, servir à tenir cette aviation russe à distance, mais ça supposerait qu'ils emploient des missiles RR à longue portée tirés d'Ukraine pour flinguer un avion au-dessus de la Russie. C'est moins dans l'état actuel des désirs politiques de ceux, les généreux donateurs de F-16. Alors, parlons justement de cette stratégie. Est-ce que cette décision du président américain signe l'amorce d'une offensive aéro-terrestre? L'aviation ukrainienne a-t-elle l'intention de s'en tenir à sa stratégie défensive alors que tous les autres corps de l'armée semblent se préparer à une offensive, ce qu'on appelle la contre-offensive? Oui. Alors s'il y a une offensive ukrainienne et qu'elle bénéficie d'un appui air-sol, ça les aidera beaucoup. Ça, voilà. Pour l'instant, ils ont fait leurs offensives sans appui aérien, et ça s'est pas mal passé non plus. Donc c'est pas forcément une condition, c'est juste que ça aide, ça se passera mieux, à moindre perte. Ça donne plus d'options, si vous voulez. Mais plus fondamentalement, ce geste du F-16, c'est vraiment stratégiquement très important parce que ça veut dire qu'on a inversé la maîtrise de l'escalade. Là, jusqu'à présent, depuis le 2014, c'est Poutine qui gravissait les échelles d'escalade à chaque fois
et l'Occident le rattrapait. Au sens, Poutine fait une attaque l'Ukraine et réattaque l'Ukraine en 2022 avec des chars. On donne aux Ukrainiens plein d'armes anti-chars. Bon, alors on calme les chars. Après, on se rend compte qu'il y a un problème d'artillerie. Il y a une domination de l'artillerie russe. Alors on donne de l'artillerie aux Ukrainiens. On est dans le rattrapage. Après, il y a beaucoup d'attaques air-sol. Alors on donne des moyens de défense solaire. Donc on était tout le temps dans le mode rattrapage. Et la maîtrise de l'escalade, c'est Poutine qui décidait quand il faisait monter les enchères. Maintenant, on inverse le jeu. Donc un rapport de force en faveur de l'Ukraine, Oui. en faveur des alliés de l'Ukraine. Maintenant, c'est l'Occident et l'Ukraine qui imposent leur jeu à Poutine. C'est nous qui dominons l'escalade. C'est nous qui sommes sur l'échelle. On arrête d'être en dessous de Poutine à essayer de le rattraper. Et chaque fois qu'il fait une mesure de perversité de plus, on est obligé de mettre les moyens pour compenser. Cette fois-ci, on repasse devant. On a donné, en particulier, le Storm Shadow qu'ont donné les Anglais, est très important parce que c'est un peu la compensation des missiles de longue distance qu'utilisent les Russes. Et maintenant, avec le F-16, et là, les Russes n'ont plus rien, en réalité. Là, ils ont plus les moyens de suivre. Alors, ils ont encore beaucoup de soldats sur le terrain, ils ont encore beaucoup d'artillerie. Les sortir en leur bottant derrière, ça va être compliqué. Mais l'Occident a pris la maîtrise c'est nous qui dominons le jeu maintenant. Le F-16, on dit un appareil polyvalent, conçu en priorité pour le combat aérien. Il peut changer la donne, mais pas immédiatement, c'est ce que vous nous dites. Déjà pas immédiatement, et changer la donne, il aidera. Vous voyez, admettons qu'ils en aient 50 ou 60 opérationnels dans 4 ou 5 mois, ce qui serait un bel exploit technique, humain, technologique. Hein. Admettons que ça aidera l'offensive ukrainienne. Ça ne changera pas fondamentalement le sort de la guerre, je ne crois pas. Aujourd'hui, il y a une flotte potentielle de plus de 300 F-16 dans 9 pays d'Europe, la Belgique, le Danemark, la Grèce, les Pays-Bas ou encore le Portugal. Tous les États qui en disposent ne sont pas en mesure d'en céder du jour au lendemain, parce que c'est aussi ça, ce conflit, c'est d'être capable d'aider un pays en guerre, oui, l'Ukraine, sans totalement être démuni quand on est un État souverain. Oui, d'autant plus qu'ils ont, entre guillemets, des obligations vis-à-vis de l'OTAN et ainsi de suite. Donc, ils peuvent pas non plus se passer de tous leurs avions parce que du coup, ils arrêtent d'entraîner leurs pilotes et quand arrivera la nouvelle génération d'avions, ils auront tout à refaire de zéro, etc., etc. Ceci dit, il y a quand même moyen de donner. Mais ce sont des appareils... Le F-16 existe depuis très longtemps. Il y a eu plusieurs versions, plein de versions successives. Chaque pays a adapté un petit peu tout. Donc, en fait, ce n'est pas un lot homogène. C'est pas un lot. Beaucoup de ces avions sont usés. Ils arrivent au bout de leur vie opérationnelle. Et puis, ils ont des électroniques embarquées différentes. Donc, soit on les met à un standard donné, ou 2 standards, par exemple, pour faciliter la vie des Ukrainiens, ce qui ne va pas se faire demain. Soit, en fonction de chaque avion, vous avez 9 avions différents. Ça s'appelle du F-16, oui. Mais l'électronique à bord, c'est pas la même. Oui, ces derniers jours, d'ailleurs, la France, le Royaume-Uni également, ont ouvert la porte à la formation de pilotes ukrainiens, mais Paris ne dispose pas de F-16, donc ce sera une formation initiale, je dirais les premières semaines, avant que ces pilotes ukrainiens ne partent vers d'autres pays dont on a parlé, pour finir cette formation. Oui, ou ça peut être certaines briques, comme par exemple, il y a des radars, il y a peut-être des F-16 qui ont eu des radars ou dans leur système de combat des composants français. On peut former les pilotes à opérer ces appareils. Vous voyez ? Le F-16, en général, mieux que le Rafale, que le Mirage, ces 2 avions français ? Alors, le F-16 et le Mirage 2000 sont comparables. Et puis, quand vous prenez le 2000 dernière génération, il est supérieur, au moins comparable au F-16. Alors, chaque pilote dira il y a des domaines ou chacun. Bon, bref, F-16, Mirage 2000, haut de gamme, c'est pareil.
Le Rafale, c'est une classe devant. Quand nos amis, les pilotes de l'armée de l'air vont jouer avec le Rafale face au F-16, quel qu'il soit, en combat simulé, très franchement, on est une génération Mais la France n'a devant. pas les capacités, la possibilité aujourd'hui de fournir des Mirages Alors, à l'armée ukrainienne. Des Mirages, on pourrait, parce qu'on a parlé dans la vente des Rafales, il y a des Mirage 2000-9 qui sont haut de gamme, qui seraient du coup remis sur le marché, les Émiriens. Donc il n'est pas exclu qu'on récupère un lot de Mirage 2000 haut de gamme, parce qu'on a vendu du Rafale, et que du coup on forme des pilotes sur le Mirage 2000. L'Ukraine avait aussi, on s'en souvient, préféré les chars Léopard de fabrication allemande aux chars Leclerc français. On a toujours un peu l'impression que la France, eh bien, finalement, n'est pas aux avant-postes dans la fourniture de matériel militaire, même si l'Élysée s'en défend, même si l'Élysée affiche une proximité avec Volodymyr Zelensky. On en a parlé tout à l'heure dans cette interview. Pour le char Leclerc, déjà, la raison était simple. La chaîne est arrêtée depuis des années et on écluse notre lot de pièces. Donc donner un char sans les pièces de rechange, c'est pas sympa. Et puis on n'a pas la capacité de renouveler. Le Léopard 2 a une profondeur industrielle très supérieure. Donc le Leclerc est intrinsèquement supérieur au Léopard 2. Je préfère faire la guerre à un Léopard 2 si je suis dans un Leclerc que l'inverse. La question ne se pose pas, Dieu merci. Mais le Léopard 2 reste le char de référence en Europe. Et en tout cas face aux Russes. Pareil pour le Mirage, merveilleux avion, fabriqué en trop petite série, on n'a pas la profondeur industrielle, on n'a pas, il n'y a pas, je ne sais plus combien, 17 pays qui l'ont acheté, donc il faut bien comprendre que la guerre est aussi une affaire industrielle et que nous, on est un peu des artisans. Alors justement, la transition est toute trouvée, vous nous la faites, Général Michel Yakovlev, avec le projet de loi de programmation militaire qui sera discuté à partir de 16h cet après-midi à l'Assemblée nationale. Donc une programmation militaire pour eh bien, la période 2024-2030 et qui prévoit plus de 400 milliards d'euros sur cette période d'investissement. Elle est à la hauteur des enjeux. Je rappelle quelques chiffres. Les crédits militaires étaient de 32 milliards d'euros en 2007, quand Emmanuel Macron entre à l'Élysée. 44 milliards cette année, 69 milliards en 2030. Donc une montée en charge. Oui, alors là, il faut quand même le reconnaître. Quand le président Macron est arrivé, il a été le premier à respecter la loi de programmation militaire depuis l'invention du concept, en gros. Vous savez que Michel Rocard disait de la loi de programmation militaire que c'était un exercice de poésie budgétaire. Et bien au moins là, avec le premier mandat du président Macron, on a eu la vérité des prix. Voilà. Donc ça a permis de rattraper beaucoup de choses. Et en termes d'ambition. Et alors maintenant, en termes d'ambition, maintenant, et après la période de la réparation, première loi de programmation militaire, en gros, qui nous met devant, en gros, tous nos amis européens. Maintenant, on est dans la consolidation, effectivement, et la préparation de l'avenir. Je n'ai pas lu la LPM, mais de ce que j'ai compris, il manque. Elle est très bien, elle couvre la gamme, elle représente un effort de la nation considérable, qui n'est jamais qu'un rattrapage après 25 ans de tranquillité. Je veux dire, on s'est laissé endormir. Alors maintenant, faut tout refaire, y compris la base industrielle. Et il nous manque un bloc pour l'armée de terre, qui est la division. Sauf si, dans le texte qui sortira ce soir, je ne sais pas, mais l'unité de mesure de la puissance terrestre, c'est la division. C'est la capacité d'encadrer un gros volume de force, en gros 20 000 hommes. Tous nos pays savent aligner, en gros, des brigades. 3 à 6 000 hommes, selon le cas. Vous avez la structure au-dessus. Elle fournit l'environnement des brigades, notamment l'artillerie solaire, la défense solaire, et on voit l'intérêt en Ukraine. Les feux dans la profondeur, on voit l'intérêt en Ukraine. Les moyens du génie, comme le franchissement, par exemple, on voit l'intérêt en Ukraine, à Kherson, devant Kherson, par exemple, et autres. Bon, c'est pour. Voilà. Donc ce bloc
constitutif de la puissance terrestre, il n'y a que les Américains qui en ont aujourd'hui. Les Français, on en a eu, mais on n'en a plus. Mais on n'est pas loin. Il nous manque quelques blocs. On a les états-majors, par exemple. Donc, il nous manque quelques blocs et on saurait proposer à nos alliés de l'OTAN une division, une architecture de division. Et après, amenez-nous vos brigades, on saura faire avec. Les Polonais vont le faire. Donc, ça serait quand même paradoxal qu'en Europe, alors que la guerre est à côté, eh bien, si vous voulez faire un combat de ce niveau-là, vous mettez d'accord avec les Américains ou les Polonais. Ça me fait de la peine quand même. J'aime beaucoup les Polonais. Mais il faudrait quand même que la France soit aussi considérée comme une puissance terrestre en Europe, notre continent.